Vous ne parlez pas de la différence entre le PN et le narcissique, ou bien lorsque vous dites ceci et cela, c'est parce que vous avez mal compris ce qu'est le pervers narcissique. Si, certaines personnes m'ont dit ça. Et donc, pour bien mettre les choses à plat, on va voir un petit peu du côté de la science et on va voir un petit peu comment est-ce que l'on définit ces termes tels que le narcissisme, le pervers narcissisme, sociopathe, psychopathe, etc. Un petit peu pour mettre les choses parfaitement en place. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti. Alors pour commencer, je vais parler un petit peu du DSM, ce fameux DSM qui veut dire Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ce qui est une publication qui est éditée par American Psychiatric Association, APA, à ne pas confondre avec l'APA dont je suis membre, qui est American Psychological Association. Donc l'un est l'association des psychiatres américains et l'autre est l'association des psychologues américains. Et donc le DSM est utilisé pour classifier, diagnostiquer les différents problèmes mentaux, les problèmes que l'on peut, les problèmes psychologiques. La nouvelle version, enfin la dernière version au moment où je fais cette vidéo, donc en juin 2025, c'est le DSM-5-TR. Le TR veut dire Text Revision, qui est sorti en 2022, donc il y a 3 ans. Dans ce dictionnaire, on parle des troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité sont divisés en 3 groupes, clusters, comme on va dire en anglais, qui sont nommés le groupe A, le groupe B et le groupe C. Il n'est pas très inventif, mais c'est suffisant. Dans le groupe A, nous avons ce qui s'appelle tous les troubles de la personnalité qui sont excentriques, c'est-à-dire ça va être le trouble de la personnalité paranoïde, le trouble de la personnalité schizoïde et le trouble de la personnalité schizotypique. Ça va être ces 3 troubles de la personnalité font partie du groupe A. Partie du groupe B, ça va être le groupe qu'on appelle le groupe dramatique, émotionnel ou erratique. Et là, nous allons avoir le trouble de la personnalité antisociale, qui est synonyme de psychopathe ou de sociopathe. Là, pour faire rapide, parce que ce n'est pas sur ce trouble dont je vais me concentrer, le trouble de la personnalité s'appelle le trouble de la personnalité antisociale. Il était appelé auparavant psychopathe et il a plus tard été appelé sociopathe. Ça, les 2 définitions, psychopathe et sociopathe, viennent de la façon dont les différents scientifiques ont compris la nature du trouble. Pour certains, à l'origine, c'était psychopathe, c'était le seul terme qui existait. C'était un terme un petit peu fourre-tout, on mettait un petit peu tout ce qu'on ne pouvait pas vraiment expliquer. Et puis donc, petit à petit, quand on a commencé à pouvoir expliquer les différents, à dénominer les différents termes et les différents problèmes, il est resté donc le psychopathe, qui est le trouble de la personnalité antisociale. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, il est parti d'une théorie où on disait que le problème n'est pas un problème psychologique, mais ça vient de la société, c'est du fait de l'environnement que les gens deviennent comme ça. Donc, certains ont préféré, surtout dans les pays anglo-saxons, dénominer cette même situation comme sociopathe. Mais sociopathe et psychopathe, ce sont les mêmes symptômes, les mêmes problèmes, la même personnalité, la personnalité antisociale, mais dira-t-on, certains disent que c'est un problème psychologique à la base, d'autres vont dire que c'est un problème de société à la base, mais le résultat est le même. Personnellement, j'utilise le terme sociopathe, déjà parce que je ne veux pas dire une personne qui souffre du trouble de la personnalité antisociale à chaque fois, c'est plus rapide. Mais si je utilise le mot sociopathe, c'est pas parce que je pense que ça vient ou j'adhère à la théorie qui dit que ça vient de l'environnement. De toute façon, c'est pas vrai et ça a été démontré depuis. Mais c'est parce que quand on dit ou quand on parle du psychopathe, beaucoup de gens voient un Hannibal Lecter, un tueur en série, etc. Et même si certains de ces personnes peuvent devenir des tueurs en série, la plupart n'en sont pas. Donc, pour éviter un petit peu de faire cette
Donc cette connexion entre le tueur en série et la personnalité antisociale, le trouble de la personnalité antisociale, je préfère utiliser l'expression sociopathe. Mais toutes les pages où vous pouvez voir qu'on parle d'une différence entre sociopathe et psychopathe, non, il y en a pas dans les définitions. D'ailleurs, vous pouvez voir ici à votre écran les définitions qui sont dans le dictionnaire de l'APA, donc American Psychological Association, et ces deux sont synonymes du trouble de la personnalité antisociale. En plus, donc dans ce groupe B, nous avons le trouble de la personnalité borderline et le trouble de la personnalité narcissique et le trouble de la personnalité histrionique. Tout ça fait partie du groupe B, qui est donc le type dramatique, émotionnel et erratique. Enfin, vous avez le groupe C qui est le groupe des anxieux et des fearful, de ceux qui ont peur, des angoisses. Et nous allons avoir le trouble de la personnalité évitante, nous allons avoir le trouble de la personnalité dépendante et le trouble de la personnalité obsessive-compulsive. Ces groupes-là ne nous intéressent pas pour l'instant. Donc, on reconnaît dans le DSM quelque chose qui s'appelle le trouble de la personnalité narcissique. Maintenant, il faut savoir que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Pour faire partie ou pour être impliqué dans ce groupe, pour faire partie de ce groupe, il y a un certain nombre de symptômes ou de traits de personnalité. Et si vous avez 5 de ces traits de personnalité, vous tombez dans la catégorie du trouble de la personnalité narcissique, dans le DSM-5. Parce que si vous regardez cette vidéo et que le DSM-6 est sorti et que la définition a changé, ça n'est donc plus le cas. Maintenant, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, et maintenant, il faut comprendre que le DSM, c'est un dictionnaire. Mais tout comme c'est un dictionnaire, ça n'est pas une définition, ça n'est pas une Bible. Ça n'est pas comme la définition d'une maladie physique, par exemple. On va dire, les symptômes de la grippe, c'est ceci, ceci et cela. Ça, c'est une grippe. Vous avez tel et tel et tel symptôme, vous avez telle et telle maladie. Le DSM est une catégorisation de certains troubles psychologiques. C'est un dictionnaire qui peut ou peut ne pas être utilisé par certains psychologues, psychiatres ou n'importe quel membre intéressé en psychologie. Mais cela ne veut pas dire que c'est un mot d'évangile et que tout le monde se rallie à ça. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui vont tomber sous le coup de la personnalité narcissique, le trouble de la personnalité narcissique, mais à côté de ça, vous allez avoir plein de personnalités narcissiques qui ont été définies par d'autres études, par d'autres chercheurs, comme le narcissisme malveillant, comme le narcissisme communautaire, etc., etc. Ces personnalités ne font pas partie de la définition du DSM-5. Ce qui veut dire que si on parle de la personnalité narcissique telle qu'elle est définie par le DSM-5, cela compte entre 10 et 15% de la population. Si on prend toutes les définitions des personnalités narcissiques qui vont à côté de ça, comme celle que, par exemple, je viens de vous parler, et dont j'ai fait d'ailleurs 2 vidéos, si je me souviens bien, avec les 7 personnalités qui sont décrites pour l'instant, on passe quand même entre 20 et 25% de la population. Et d'ailleurs, certaines études indiquent qu'il y en a de plus en plus. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, quand on parle de narcissisme, généralement, on va parler ou bien de ce trouble de la personnalité tel qu'il est défini dans le DSM-5, ou bien de certains autres troubles de la personnalité ou de certaines personnalités, en quelque sorte, qui sont définis par diverses études. Lorsque j'utilise le mot narcissisme, je l'utilise dans sa dénomination la plus large, qui est donc définie par le DSM-5 et par les autres troubles de la personnalité. Ça, ce sont les termes scientifiques qui sont trouvés, qui ont été étudiés, qui ont été définis par diverses études, etc. Ce sont également les termes qui vont être utilisés dans les rapports de psychologie, dans les rapports de psychiatrie, dans les tribunaux, dans les travaux d'experts, etc., etc. Et c'est là où arrive la question, mais alors le pervers narcissique, il est où dans cette histoire?
Eh ben, c'est bien simple. Le pervers narcissique, ça n'existe pas. Tout simplement. C'est-à-dire que le pervers narcissique, ou le PN, comme c'est très souvent utilisé, c'est un terme qui a été introduit par le psychanalyste Paul-Claude Racamier en 1986 dans un livre qui s'appelait Entre agonie psychique, déni psychotique et perversion narcissique, et qui est d'ailleurs très discuté même par les psychanalystes. Beaucoup ne sont pas d'accord avec cette définition. Et donc, d'après Racamier, cette expression viendrait de la théorisation psychanalytique qui relie les points de vue de Freud sur la sexualité et sur le narcissisme. Et donc, d'après lui, la perversion narcissique est, alors là je lis parce que c'est une citation, une organisation durable caractérisée par la capacité à se mettre à l'abri des conflits internes et en particulier du deuil, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile ou un faire-valoir. Disons que à la base, ça va être une manière de projeter certaines de ces qualités négatives pour pouvoir les combattre. En gros, ce qui est expliqué d'une façon un petit peu alambiquée, c'est tout simplement ça. Et le truc est que ça, à moins de toujours jouer avec Freud, ça ne veut absolument rien dire en psychologie clinique ou en psychiatrie. Déjà, on n'utilise pas le terme pervers ou perversion. Ça ne veut absolument rien dire. La perversion ou le terme pervers, pour moi, c'est un dessin à une personne de Gottlieb, pervers pépère, très amusante, et c'est ce qu'on appelait les vieux, qui étaient sûrement plus jeunes que moi à l'époque, qui avaient une gabardine et puis qui donnaient des sucettes aux enfants. Ça, c'était un pervers à l'époque. Et il y a un jugement moral dans l'expression, qui n'a pas sa place en psychologie. À partir du moment où on dit ceci est pervers, ça c'est un jugement religieux, moral ou ce que vous voulez, et cela n'a rien à voir dans la science de la psychologie. Donc c'est un terme pervers qui ne veut absolument rien dire en psychologie. Quand les gens me parlent de pervers, généralement je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est quoi être pervers? Je veux dire, pour certaines personnes, c'est certaines pratiques sexuelles qui vont être perverses. Pour certaines autres, ça ne l'est pas. Donc, non, le mot pervers n'a absolument rien à voir en psychologie. Et donc, le PN comme pervers narcissique veut rien dire non plus. Ça n'est pas utilisé ni en psychiatrie, même en France, ni dans les rapports de tribunaux, ni quoi que ce soit. De plus, c'est un terme qui est utilisé, qui est galvaudé, qui est utilisé à toutes les sauces. Des fois, ça définit une personne qui est plutôt sociopathe, enfin qui a le trouble de la personnalité antisociale. Des fois, ça va être quelqu'un qui est hystérique. Alors ça aussi, c'est un terme qui n'est plus utilisé depuis longtemps. Des fois, ça va être pour définir quelqu'un qui vous a plaqué, tout simplement. Ah ben oui, c'était un pervers narcissique. Ou alors quelqu'un qui n'était pas d'accord avec vous et qui n'a pas été d'accord sur le fait que vous, par exemple, ou bien le fait que des fois, dans certaines situations, vous allez avoir des personnes extrêmement sensibles qui veulent qu'on les appelle madame alors que ce sont des messieurs. Et quand on les appelle monsieur, ils sont blessés et ils vont dire que vous n'avez pas d'empathie, donc que vous êtes PN parce que vous n'avez pas d'empathie avec eux. Enfin bref, c'est un terme qui ne veut absolument rien dire, qui est utilisé dans toutes les sauces et qui n'est pas professionnel ni scientifique et qui ne tient pas vraiment debout. C'est donc pour cela que je n'utilise pas ce terme, parce qu'il veut absolument rien dire, et que je ne l'utiliserai pas, et que, en fin de compte, quand vous utilisez ce terme par rapport à moi, je ne sais pas trop à quoi vous faites référence. Je trouve qu'il était important de mettre ça en place afin d'éviter les mauvaises compréhensions. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo, même 2 vidéos sur les 7 formes de narcissisme que vous pouvez trouver là.